Imaginez que vous appreniez une terrible nouvelle. Une personne innocente a été victime d'un accident tragique, d'une maladie foudroyante, d'une injustice criante. Votre première réaction? La compassion, bien sûr. L'empathie. Mais parfois, une petite voix insidieuse se fait entendre après ce premier élan. Oui, mais peut-être qu'elle n'a pas été assez prudente. Peut-être qu'il avait un mode de vie qui favorisait ce genre de choses. Cette tendance à trouver des torts aux victimes, à penser qu'elles ont, d'une manière ou d'une autre, mérité leur sort, est l'un des biais psychologiques les plus puissants et les plus dérangeants. C'est le cœur de l'aventure d'aujourd'hui. Notre guide, le psychologue social Melvin Lerner, qui a donné un nom à cette force, la croyance en un monde juste. L'histoire commence dans les années 1960. Lerner travaille comme psychologue clinicien. Il observe un paradoxe troublant. Des soignants, dévoués et bienveillants, parlent parfois de leurs patients atteints de troubles mentaux en termes durs, presque cruels. Ils les blâment, les dénigrent, comme s'ils étaient responsables de leur propre souffrance. Ces soignants ne sont pas des monstres, Lerner en est convaincu. Alors pourquoi ce besoin d'accuser ceux qu'ils devraient protéger? Son intuition, ce n'est pas un signe de cruauté, mais un mécanisme de défense psychologique. Pour supporter la vue de souffrances injustes, il faut croire qu'elles ne sont pas si injustes que ça. Car nous avons besoin pour vivre de croire que le monde est fondamentalement stable, prévisible et juste. Pour tester cette hypothèse, Lerner va imaginer une expérience aussi simple que cruelle. Des participants observent, derrière une vitre sans teint, une étudiante, en réalité une actrice, passer un test de mémoire. À chaque erreur, elle reçoit un choc électrique apparemment douloureux. Elle grimace, supplie qu'on arrête. Les spectateurs sont bouleversés. Ce qu'ils voient est insupportable. Mais voici la manipulation. Premier groupe, on leur dit que la victime sera largement dédommagée à la fin. Second groupe, on ne dit rien. Ils restent seuls avec l'image d'une souffrance sans compensation. Puis on demande aux participants ce qu'ils pensent de l'étudiante. Résultat, le premier groupe la trouve courageuse, digne. Le second groupe, confronté à une injustice nue, se met à la dénigrer. Il la juge agaçante, ennuyeuse, moins attirante. Plutôt que d'accepter l'idée insupportable qu'une innocente puisse souffrir gratuitement, il lui invente des défauts. Puisque le monde doit être juste, elle a dû, d'une façon ou d'une autre, mériter ce qui lui arrive. Lerner appelle ce mécanisme le contrat personnel. Dès l'enfance, nous signons, sans le savoir, un pacte implicite avec le monde. Si je suis une bonne personne, si je travaille dur, si je fais attention, alors de bonnes choses m'arriveront. Quand nous voyons une victime innocente, ce contrat est rompu. Si cela peut lui arriver à elle, alors cela peut m'arriver à moi, et cette idée est vertigineuse. Alors, pour restaurer notre sentiment de sécurité, nous n'avons que deux solutions. Réparer l'injustice en aidant la victime, ou, si ce n'est pas possible, déformer la réalité. Et c'est ainsi que naît le blâme des victimes. Mais ce contrat n'est pas qu'individuel. Comme les sociologues le rappellent, il reflète aussi une idéologie méritocratique profondément ancrée dans nos sociétés modernes. On nous apprend dès l'école que chacun est responsable de son sort, que la réussite est le fruit du mérite. Dans ce cadre culturel, blâmer les victimes devient non seulement un réflexe psychologique, mais aussi une manière socialement validée de maintenir l'ordre moral du monde. L'aventure de Melvin Lerner nous plonge dans une zone sombre de l'esprit humain. Elle montre comment notre besoin de croire en un monde juste peut, paradoxalement, nous rendre profondément injustes. Cette théorie éclaire des phénomènes très actuels. Pourquoi les pauvres sont souvent blâmés pour leur pauvreté? Pourquoi les victimes de viol sont jugées pour leur tenue? Pourquoi les malades sont accusés d'avoir mal vécu?
C'est la fin de notre troisième grand chapitre consacré à la manière dont nous pensons, dont nous nous mentons à nous-mêmes et dont nos traits individuels colorent notre vision du monde. Mais si notre esprit est si prompt à justifier l'ordre établi, comment le changement est-il seulement possible? Comment les idées nouvelles, les normes différentes, parviennent-elles à s'imposer? C'est ce que nous allons explorer dans notre prochain grand chapitre, Influence, normes, minorités et changements. Nous commencerons avec Serge Moscovici pour comprendre la force silencieuse des minorités. D'ici là, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une injustice, écoutez cette petite voix intérieure et demandez-vous si elle cherche à justifier l'injustifiable. Et surtout, restez curieux.